Chapitre 9. Le bon fin. Après avoir étudié pendant un certain temps avec le maître Omram, et en continuant toujours à étudier, il m'a demandé de retourner au bon fin et de devenir un permanent du bon fin, de façon à pouvoir y être pendant pendant longtemps, et découvrir un peu tout ce qui s'y passe. Il m'a demandé aussi, expliqué qu'il me guiderait et que les portes s'ouvriraient et que je devais résoudre bien des problèmes, autant pour moi-même que pour lui. C'était donc là une mission équilibrée entre l'aide que je pouvais apporter et l'aide que je pouvais recevoir. C'était donc la première fois que l'association changeait un peu, que le maître Omram disait « Bon, maintenant, tu vas aussi travailler pour aider la fraternité blanche universelle. » Et donc, j'étais au bon fin. Et quand j'étais au bon fin, je crois me souvenir que c'était le frère Ciota qui alors s'occupait du bon fin. Peut-être qu'il s'occupait aussi de Prosveta, puisqu'il tournait. Peut-être qu'à ce temps-là, le frère et l'ami étaient morts. Donc finalement, après, le frère Ciota s'occupait du bon fin. Je ne me souviens plus trop, honnêtement. Moi, je crois que c'est le frère Ciota, en tout cas, je me souviens du frère Ciota, qui, quand je suis arrivé, a discuté avec moi. Il m'a dit, bah oui, mais on ne vous connaît pas beaucoup. Vous êtes venu qu'une seule fois, vous voulez être permanent, on ne sait pas si on peut accepter. Donc, très embêté que je propose cela. Et au bout d'un petit peu d'hésitation, il m'a dit, voilà ce qu'on va faire. Vous allez travailler une semaine en tant que permanent, puis dans une semaine, on décidera. D'accord ? Je dis, d'accord, ça me paraît un accord très raisonnable, donc d'accord, on va faire ça. Et voilà donc, le lendemain, je travaille. Je me mets à l'agriculture. J'étais avec un responsable permanent, Alain Bourgeois, et qui était déjà à l'agriculture avant, donc c'est lui qui dirigeait un petit peu, parce qu'au début, je ne connaissais pas trop. Et le premier jour, je suis en train de travailler dans le jardin, de déraciner des choses, de travailler. Et le frère Ciota repasse à côté de moi. Donc j'ai quelques heures de travail, pas plus. Il me regarde avec un grand sourire, comme s'il avait complètement oublié ce qu'il m'avait dit avant. Et il me dit, oh, avec vous, il n'y a vraiment aucun problème. Vous restez le temps que vous voulez, vous êtes chez vous. Et ça m'a amusé qu'il me dise, vous êtes chez vous. Parce que c'est ce que m'avait dit le maître Omram. Et quand il m'a dit d'une façon illogique, vous êtes chez vous, je lui ai dit merci. Et dès qu'il était parti, j'ai simplement dit merci maître Omram. Et j'ai commencé donc une petite carrière de permanent au bon fin. Ce que j'ai découvert au bon fin, très rapidement, le maître Omram m'a parlé de problèmes financiers. Des problèmes financiers qui sont arrivés, des gens qui ont détourné de l'argent, des gens qui ont détourné des matières pour construire une maison, des matières premières pour construire leur maison capitaux. Des gens qui ont pris le pouvoir ici, qui ont détourné de l'argent à Prosveta, enfin un peu partout. Il y avait beaucoup de problèmes financiers. Et quand j'ai commencé à discuter avec un frère plus avancé, nous allons dire, et que j'ai révélé certaines choses, il s'est demandé comment je pouvais savoir ces choses-là. Et il m'a balancé plein d'informations pour balancer ses petits copains. Et quand j'ai discuté avec d'autres, j'ai eu toutes les informations possibles et imaginables. Donc, grosso modo, je pourrais dire, ah, je suis un grand médium, le maître Omram m'a dit ça et ça. Non, le maître Omram m'a dit, disons, allez, maximum 20%. Et les 80% restants ont été balancés par les frères entre eux, qui se balançaient les uns les autres, pour dire, peut-être c'est lui qui vous a dit ça, mais attendez, lui, il a fait ça et ça et ça. Et je me suis retrouvé en très peu de temps à discuter avec ouvertement, dans le bon fin, donc tout le monde me voyait parler avec celui-là ou celui-là, et je me suis retrouvé à avoir énormément d'informations. Énormément d'informations. Et j'étais envoyé pour calmer le jeu, pour que les gens ne se sentent pas en toute liberté, capables de faire ce qu'ils voulaient. Et avec moi, ça a été un énorme frein à toute leur manipulation parce que tous se sentaient ultra stressés.
je me suis retrouvé à être invité immédiatement, dès que j'ai croisé Blagost, sœur Blagost, donc la secrétaire privée de Maître Omram, que j'avais croisée 2 fois, 3 fois, très rapidement. Elle. Dès qu'elle m'a vu, c'est comme si elle se souvenait, ça faisait quand même quelques années, dès qu'elle m'a vu, elle me dit, alors vous, hein, tout de suite, il n'y a pas de problème, vous allez sur la tombe de Maître Omram vous recueillir. Et il faut savoir que donc, la tombe de Maître Omram, c'était dans son jardin, et il faut savoir que les gens pleuraient pour aller sur la tombe, et que la plupart du temps, Blagost disait non. Moi, je ne lui ai rien demandé. Dès que j'ai croisé, elle m'a dit « Ah vous, il n'y a pas de problème, vous allez sur la tombe de Maître Omram. » C'est comme s'il y avait un vent qui soufflait et qui invitait à toutes ces choses magiques. Et comme le Maître Omram me l'avait dit, toutes les portes seront ouvertes. Par Yannick Percherancier, qui était vraiment un frère, non pas parce que c'était le bon fin, c'était vraiment un frère. Un monsieur comme Yannick Percherancier, s'il avait rencontré Mathieu, ils se seraient adorés l'un l'autre. C'était vraiment des frères, presque des frères biologiques aussi, dans le style. Et Yannick, donc, c'était le plus proche du Maître Omram. Il a énormément voyagé avec lui, il était sans arrêt avec lui, c'était un peu comme son fils. Et après, il a été très, très, très déçu par le bon fin. Donc, il était sans arrêt aux amandiers. Les amandiers, c'est une espèce de deuxième partie du bon fin, qui fait partie du bon fin, mais qui est isolé avec un autre portail, une autre partie. Et il était toujours chez Madeleine Chavanon. Madeleine Chavanon, c'était la dame qui avait préparé le coton, magnétisé le coton, quand j'étais venu la première fois. Et elle est devenue une amie merveilleuse. Elle m'a appris des milliers de choses. Elle avait vécu vraiment avec Maître Omram, hein, ils étaient de la même année, et un jour, quand elle est venue, Maître Omram l'a invitée à sa table, donc ils étaient sur l'espèce d'estrade, de podium dans la grande salle, et pendant qu'ils mangeaient, ils papotaient, les deux. Or, normalement, c'est le Rani Yoga et on ne parle pas, donc ça fait un très grand scandale de jalousie encore au bon fin, parce que Madeleine Chavanon et Omram, ils n'ont pas arrêté de papoter, de se raconter des petites histoires, ils rigolaient, et les gens étaient très très choqués de voir que Madeleine Chavanon emmenait Omram dans la pratique vraiment. C'était pas bien ça. Et Madeleine Chavanon était, elle n'était pas faible comme les gens du bon fin. Par exemple, un jour, à cause de la DFI et de la chasse anti-secte, ils ont Madeleine, qui était une fantastique magnétiseuse, hein, je l'ai vu faire des choses fantastiques. Je l'ai vu faire des passes magnétiques sur un dos à une dizaine de centimètres de distance et entendre les vertèbres de la colonne vertébrale de celui qui était debout craquer, comme si on le manipulait en ostéopathie. Sauf qu'elle ne le touchait pas. Je dis, pourquoi ? Et je l'ai vu faire des choses comme ça absolument fantastiques. Si elle se concentrait sur quelqu'un, en magnétisant plus fort, la personne s'endormait. Elle passait 2 ou 3 heures à dormir sur une chaise longue devant chez elle. Et elle mettait une couverture, elle avait l'habitude, j'ai l'habitude, il va se réveiller dans 2 ou 3 heures à peu près, et il ira beaucoup mieux. Donc elle avait la petite dose pour soigner les gens, et la grande dose pour endormir les gens qui pendant leur sommeil, réparaient énormément leur corps. Et Madeleine, elle me racontait aussi que son jeu préféré, à la ferme, quand elle était enfant, c'était d'endormir les animaux de la ferme, les poulets, les lapins, elle les mettait tous sur une table. Et après, quand sa mère arrivait, elle claquait dans ses mains et tous les animaux s'éveillaient en même temps. Et ça l'amusait beaucoup de surprendre sa mère avec cette petite plaisanterie. Et elle disait toujours, j'essayais d'endormir des vaches, j'ai jamais réussi, c'était trop gros. Eh oui, chacun a ses limites. Chacun ses petits problèmes. Et quand elle a voulu me magnétiser pour me guérir du diabète, elle a travaillé 2 fois sur moi et elle m'a dit, ça ne rentre pas. Vous refusez totalement. Je ne peux absolument pas vous aider, ça ne rentre absolument pas, vous refusez ce que je vous donne. Et c'est vrai que je suis très méfiant, je suis très martial, et qu'au début, surtout dans le contexte du bon fin qui était très guerrier, avec des manipulations d'argent, de pouvoir, j'étais moins ouvert, c'est clair. Et un soir, le maître Omram est venu à travers mon ami, et il a expliqué, il a dit,
tu dois accepter l'énergie de Madeleine parce que c'est un être d'amour qui veut t'aider et te donner un maximum d'énergie et d'amour que tu dois recevoir en toi. Quel que soit l'effet de ce que cet amour te fera, tu dois recevoir cet amour parce que tu es un être d'âme très élevé, très éveillé, qui a besoin totalement de cet amour. Donc c'est une nourriture pour toi. Et j'ai trouvé cette présentation pas comme tu sais, allez on va te sauver parce que tu vas mourir. Le speech de l'amour était beaucoup plus touchant pour moi. Et ce qui est quand même très fort, c'est qu'en ce moment, je ne disais rien à Madeleine. Personne ne savait au sujet du Maître Abraham. J'ai utilisé des connaissances que le Maître Abraham me donnait, des informations, mais je n'ai jamais dit d'où ça venait. Je n'ai jamais dit que je discutais avec le Maître Abraham. Je peux me ramener au bon fin et leur dire « Ah oui, je discute avec votre maître qui est mort ». Donc c'était un secret total. Or, le lendemain, je retourne chez Madeleine pour qu'elle me magnétise. Elle n'est au courant de rien. Elle travaille sur moi 10 minutes. Et bien là, c'est fantastique. Vous avez tout pris. Vous avez totalement changé. Et je me suis dit, quand même, ça c'est fort. Parce que moi qui suis toujours un peu dans l'analyse et dans l'observation des choses, là c'est quand même très fort. Parce qu'elle ne sait pas que le Maître Abraham est venu hier, qui m'a parlé, qui m'a encouragé. Et maintenant, je vois que j'ai changé et ça marche. Et elle a été capable de le voir. Donc elle voit bien des choses que les autres ne voient pas. Cette réalité que je refuse l'énergie, puis que je prends l'énergie, elle la voit aussi clairement que le nez au milieu du visage. Et avec Madeleine, je suis devenu très très ami. J'étais sans arrêt chez elle. D'ailleurs, on passait souvent les après-midi chez elle. Je mélange un peu les événements parce qu'au bout de quelques mois d'être permanent, on a décidé de prendre un appartement au Capitou. Donc après, on était souvent au Bonfin, mais je ne voulais plus être dépendant du Bonfin, donc on avait notre maison à l'extérieur du Bonfin parce que il y avait des choses qui étaient un peu des pièges et qui étaient dangereux. Donc pour pouvoir faire le travail que le Maître Abraham me demandait, j'ai trouvé que ça soit bien que je sois juste à côté du Bonfin, mais pas dans le Bonfin. C'était vraiment de la stratégie de combat. Et évidemment, dans notre maison, on avait le téléphone. Le portable n'existait pas en ce temps-là, il y a bien longtemps quand même. C'était en gros en 1990, 92, 90, 92, 91. Et je passais souvent l'après-midi chez Madeleine à discuter avec elle, avec Yannick et aussi avec Javier, le majordome. On était vraiment comme une famille, on passait notre temps, on rigolait beaucoup, on étudiait, c'était merveilleux, c'était vraiment merveilleux. Ça, c'était un endroit d'amour, un temps de gloire, de paix. Aujourd'hui, j'ai pas le pouvoir de passer à côté de la maison de Madeleine, ce serait trop douloureux pour moi. Ce fut si beau, si merveilleux. Et Mikiu, qui était tout petit en ce temps-là, il avait 7 ans à peu près, il allait jouer avec ses copains parce que le Capitou ou le Bonfin, c'était vraiment tout protégé. Et puis, très souvent, dans l'après-midi, il regardait la télévision, des feuilletons, en fin d'après-midi, puis il connaissait le numéro de Madeleine par cœur. Et là, il appelait. Et puis, il disait à Madeleine, bon, maintenant, ça suffit, hein, vous avez été avec mon père pendant tant de temps, ça suffit, maintenant, vous allez lui dire de rentrer. Et Madeleine, elle adorait ça. Elle riait, puis il n'est pas content, ou il n'est pas content, vous allez vous faire engueuler, hein, ou il n'est pas content. Elle adorait ça, vraiment, elle avait un sourire jusqu'aux oreilles. Et puis moi, je prenais le téléphone, je dis oui, on va rentrer tout de suite. Et voilà, donc pour que mon fils connaisse le numéro de Madeleine Chavanon par cœur, c'est qu'on était vraiment énormément. On a vu des choses moches au Bonfin. Les conflits sont montés de plus en plus. Il y a des gens qui ont voulu y voir clair par rapport à la comptabilité, par rapport au système de pouvoir. Et petit à petit, Madeleine m'a fait une réputation. Et les gens ont commencé à me connaître. Et on commençait à faire des réunions avec moi, à me demander des choses. Et je donnais des informations au compte-gouttes, pas tout pour pas créer la guerre, mais juste pour pousser certaines personnes à se sentir un peu moins libres. Et bien des gens, en ce temps-là, m'ont demandé de prendre le contrôle du Bonfin. Et j'aurais dit non, je suis désolé, non. Et des réunions sont montées, j'ai eu de plus en plus de monde avec l'appui de Madeleine Chavanon.
Et en ce temps-là, le frère Lamy, je pense. Donc il y avait Ciotat et Lamy, puisque c'était les deux. Je ne sais pas comment ils tournaient, qui s'occupait de quoi. Je me souviens que c'était le frère Ciotat qui m'avait dit vous pouvez rester, mais je ne sais pas si. J'ai oublié un peu leur autorité à chacun, leur rôle à chacun. Ils étaient tous les deux présents en tout cas. Ouais. Et c'est là où le frère Lamy avait dit si vous allez à la réunion avec Tidji, vous ne ferez plus partie de la fraternité. Et il y avait quand même environ 80 personnes. Et là, ils m'ont vraiment demandé de prendre le contrôle. J'ai dit non, je ne fais pas ça. Et j'aurais dit, bon, j'ai fait mon action, je vous ai apporté toutes les informations que vous deviez avoir pour reprendre un peu le contrôle de l'évolution correcte des choses. Mais mon rôle s'arrête là, dans le bon fin. Et par la suite, j'étais moins au bon fin après. J'avais fait mon travail, le travail que Maître Ambra m'avait demandé. Et je tournais encore autour du bon fin. Il voulait absolument plus que je rentre. Et régulièrement, j'allais au bon fin, directement en voiture. Et la sœur allemande, j'ai toujours oublié son nom, me faisait signe non pour rentrer. Moi, je lui faisais signe oui de la tête. Elle levait la barrière et je rentrais. Et une fois, je suis arrivé à l'entrée. Elle m'a dit non. Et le frère Ciotat, il était dans le bureau, assis à côté de cette sœur allemande, et s'est écrasé dans le fauteuil pour que je ne le voie pas. Raté. Et elle a tout de suite ouvert la barrière, et je suis passé en me disant vous faites pipi culotte quand même, hein, vous n'êtes pas fiers devant moi. Et plus tard, j'ai eu une histoire que je vais relater aussi, parce que c'est très très important. Il y a un frère, j'ai vraiment oublié son nom, qui a eu ce qu'on appelle un délire mystique. Donc, il a pété une durite, quoi. Et il mangeait plus, il mangeait que de la lumière. Tiens, ça me rappelle les Buddhistes, mais il mangeait que de la lumière. Et il estimait que sa fille pouvait faire la même chose. Donc, sa petite fille, elle avait 6 ans, elle était squelettique. Donc plusieurs fois, moi dans ma maison avec Mikiu, on a invité sa petite fille, elle avait 6-7 ans, à manger chez nous. J'ai jamais vu un enfant de 6 ans dévoré comme ça. Jamais. C'est vraiment impressionnant. Elle prenait des recharges maximum. Hein. Et puis on l'a invité 3-4 fois. Et puis le frère, il a commencé à basculer de plus en plus dans la folie. Et à un moment, il a commencé à dire « Je comprends pourquoi vous invitez ma fille sans arrêt, vous lui volez sa lumière pour évoluer plus vite. » Alors là, on a commencé à se fâcher un petit peu. On lui a dit « Bon, écoute, on essaye d'être gentil. Maintenant, tu vas arrêter. » On est en train d'essayer de contacter ton ex-femme, puisqu'il était divorcé. Malheureusement, il avait sa fille pendant 1 mois. Elle était partie en vacances dans un pays, on n'arrivait pas à la contacter. Donc on lui a dit, on est en train d'essayer de contacter ta femme. Elle est au courant de l'histoire. Et en plus, si tu la ramènes encore une fois, j'appelle les flics et je fais constater l'état psychiatrique dans lequel tu es. Et là, avec moi, psychologue, là, il était un peu embêté quand même. Je ne sais pas si ça aurait marché avec la police, hein, parce que j'étais personne. C'était du kidnapping pur et simple. Hein. J'ai pris un énorme risque. Mais on a pris sa fille. On lui a dit, voilà, ta fille, tu peux la voir quand tu veux, mais maintenant, tu arrêtes. Elle reste avec nous. Et elle est restée chez nous pendant environ 1 semaine. Et le 2e jour, il est venu voir sa fille. Et il l'a embrassée, il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassée. Et il se trouve que là où j'habitais, à l'allée de la Tramontagne, il y avait comme une espèce de pont, parce qu'il y avait des caves en dessous. Et il y avait quand même un grand trou entre là où on sortait, il y avait une espèce de couloir qui était un peu comme un pont, et quand je voyais quelque chose, il y avait quand même un bon trou de 3-4 mètres à peu près. Et il l'a pris dans ses bras pour l'embrasser, puis il l'a pris dans ses bras, il l'a mis au-dessus du vide, et il m'a dit, maintenant vous faites quoi ? Alors là, j'étais là, je me suis fâché, quoi. Je lui ai dit, vraiment un petit salopard, t'es vraiment... Et puis, au bout d'un moment, je me suis approché de lui, j'ai réussi à récupérer la petite fille. J'ai oublié son nom, Sophie, mais je ne suis pas sûr. Je ne me souviens plus du nom, c'est pas grave. Et je lui ai dit, bon, maintenant, tu peux venir, mais tu ne t'approches pas d'elle. Et d'ailleurs, elle ne voulait plus s'approcher, elle ne voulait même plus lui faire la bise. Forcément. Hein. Le lendemain, je me promenais un peu plus loin et je me suis fait choper par lui et 2 de ses copains.
Et ils m'ont dit, bon, maintenant, tu vas rendre ma fille. Alors j'ai dit non, mais j'ai déjà expliqué, donc c'est non. Et ils ont été menaçants, et ils ont commencé à m'agresser physiquement. Et bon, je suis désolé d'être dans la spiritualité, d'être un peu tonique. Et ils ont découvert que c'était une très très mauvaise idée. Parce qu'ils étaient 3, ils ont vraiment essayé de m'agresser. Ben, ça a été un échec très très douloureux pour eux. Et le lendemain, nouvelle attaque, mais très différente, j'ai eu 2 frères du bon fin, qui sont deux frères et une femme, que je ne connaissais pas, ou je ne me souviens plus maintenant, qui sont venus du bon fin. Et ils m'ont dit, ils ont commencé à me faire un cours. Ils ont dit, ah oui, c'est bien ce que tu fais, tu aides cette petite fille. Mais tu sais, on aimerait quand même comprendre, hein, et t'aider à comprendre. Parce que, est-ce que tu es d'accord que cette petite fille, c'est une âme immortelle? Alors je dis, oui, bien sûr. Il dit, donc, elle a choisi son père. Elle a choisi son père avec le karma qui lui était nécessaire pour étudier. Donc tu n'as pas à intervenir pour l'aider. Tu comprends? Alors je lui ai dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une âme immortelle. Elle savait ce qu'elle faisait. C'est pour ça qu'elle est venue habiter juste à côté de chez moi, pour que je l'aide. Maintenant vous prenez la porte et vous sortez avant que je vous vide à coups de pied dans le cul. Et bon, comme ils ont vu que j'étais pas du tout ouvert sur la spiritualité, en tout cas leur spiritualité, ils sont repartis. Voilà, encore un problème. Finalement, la maman est arrivée quelques jours plus tard et j'ai pu rendre l'enfant. Mais il y a eu des plaintes. D'autres personnes qui ont vu l'état du gamin et qui sont plaints à la police. Pas moi, d'autres personnes. Et finalement, la police a suivi son enquête, a un petit peu compris ce qui se passait et j'ai reçu, peut-être une semaine plus tard, un coup de fil du juge des enfants qui m'a dit « Qu'est-ce que c'est que cette association de merde, cette fraternité qui laisse crever un enfant et qui n'a rien fait pour le protéger ?» Et là, j'ai menti, parce que j'étais avec Maître Amram, et j'ai dit « Non, mais pas du tout, monsieur le juge. En fait, la fraternité m'a demandé d'agir au nom de la fraternité, mais non officiellement, parce qu'ils avaient peur d'avoir des problèmes. Donc j'ai agi à leur demande, et c'est pas du tout moi qui ai agi, c'est la fraternité qui m'a missionné pour agir et protéger cette petite fille. » Donc je les ai couverts alors qu'ils me détestaient tous. Et que je ne les appréciais pas beaucoup pour leur non-courage, pour leur lâcheté, pour leur spiritualité horrible. Et je me souviens que quelques jours plus tard, j'étais encore au bon fin. Et là, je devais être à pied. Et la sœur allemande m'a dit non, vous ne rentrez pas, et ainsi de suite. Et je lui ai dit, vous voulez que je rappelle le juge qui m'a appelé? Je lui ai dit que je faisais quelque chose en votre nom. Si vous voulez, je peux le rappeler pour lui dire que vous en foutiez totalement. Pour lui dire qui vous êtes réellement, vous, la fraternité. Vous voulez que je rappelle? Alors, on dit, bon, de toute façon, on ne peut pas discuter avec vous, allez rentrer. Et j'ai continué à rentrer dans une ambiance très positive et charmante. Donc, j'étais le vilain petit canard, hein, au bon fin, c'est clair. En même temps, et étrangement, au bon fin existe une énergie très forte. Et pour être en contact avec des guides et avec le Maître Amram, c'est quand même un endroit très fort. C'est bizarre, c'est très bizarre quand on voit toutes les choses qui se passent, les injustices et les manipulations. Mais en même temps, il y a cette ambiance quand même de protocole, de fraternité, de protection, de respect. Et même s'il y a beaucoup de mensonges par derrière, cette attitude-là, la paneurythmie, la gymnastique, les chants, ça, il y a quelque chose de touchant. Une fois, je me souviens qu'il y avait Blagost qui chantait « Donnez-nous 1000 colombes pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes pour tous les enfants de la terre. » Un truc comme ça, j'ai oublié. Et Maître Amram adorait cette musique. Il adorait cette musique. Et là, j'étais entre 2 sœurs qui étaient très gentilles, qui avaient vraiment un très bon cœur. Et les deux, elles m'ont pris la main à droite et à gauche pendant dans la grande salle.
Il y avait Blagos qui chantait ça d'une façon très touchante, avec toute son âme, tout son cœur. Et j'ai explosé en sanglots. C'était juste trop beau, trop fort, trop intense. Et quand il faut se battre devant le noir, devant les mensonges, devant les obscurités, quand parfois il y a cette explosion d'amour, de lumière, à un moment, c'est toute la force de notre âme qui explose en tristesse et en joie mélangée. Je mélange un peu sciemment certains événements du Bonfin, enfin sciemment. C'est juste parce que je regroupe beaucoup d'événements du Bonfin à des niveaux différents. Je me souviens que au début, les premiers mois, quand j'étais avec Alain Bourgeois à l'agriculture, pendant des mois, j'ai travaillé très très dur, vraiment très dur. J'avais un contrat qui me disait de travailler 6 heures par jour, mais le problème c'est que personne ne voulait être à l'agriculture. Donc Alain Bourgeois, lui, il travaillait 12 ou 13 heures par jour. Et je lui disais, non, je suis désolé, je ne peux pas travailler 6 heures, c'est toi tu travailles 13 heures. Donc je travaillais 13 heures avec lui. Et je travaillais tous les jours 13 heures. Donc à un certain moment, j'avais même plus le temps d'aller aux conférences. On travaillait comme deux fous furieux acharnés pour toute l'agriculture qui est largement utilisée au Bonfin. Donc après, c'était une production hyper intensive, pas du tout organique, pas du tout biologique, mais alors absolument pas avec un maximum d'engrais, enfin au maximum de production. Et je voyais qu'il utilisait très très largement toute la production, qui était immense. On a vraiment une agriculture énorme, qui permettait de nourrir très largement la plupart des visiteurs, qui eux-mêmes payaient leur nourriture. Pas trop cher, mais enfin, vu que chaque repas devait leur coûter 20 ou 30 centimes, avec la production qu'on avait, et que nous travaillions gratuitement, c'était un très 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 bon et juteux marché aussi. Et à un moment, je suis tombé malade d'épuisement, et je suis resté dans mon lit une dizaine de jours, totalement d'épuisement. Et j'ai mis encore 4-5 jours pour me remettre, donc bref, en gros, j'ai pas travaillé pendant 15 jours. Nous avions un joli bungalow quand même, pour ma compagne et pour mon enfant. Et quand, à la fin de mon séjour de 5 mois à peu près permanent, j'étais au bureau pour voir si tout était en ordre, ainsi de suite. Elle m'a dit, vous me devez tant de sommes, quelque chose comme 1500 francs. En ce temps-là, c'était en francs. Je dis, quoi? Vous plaisantez? Elle me dit, oui, vous avez eu 15 jours en tant que auditeur. Auditeur, c'est le terme des clients, donc ils viennent écouter. J'ai dit, vous rigolez, j'étais épuisé, j'étais brisé par l'épuisement tellement j'ai travaillé. Ah mais ça c'est votre problème là, de travailler plus de 6 heures, vous étiez censé faire que 6 heures. Vous faites 12 ou 13 heures par jour, c'est votre problème, ça ne regarde pas. Par contre, pendant 15 jours, vous avez utilisé un bungalow, il y avait votre compagne, il y avait votre bébé, vous-même, vous mangez, ainsi de suite, vous devez 15 jours d'auditeur. Alors j'ai dit, non, je ne paierai pas. Alors elle m'a dit, ah oui, je comprends, vous avez des difficultés à payer en une seule fois. J'ai dit, non, j'ai aucune difficulté à payer en une seule fois. Je ne paierai pas. Je refuse catégoriquement, c'est une escroquerie, c'est une honte. Je refuse de payer. Et donc je suis resté en tant que méchant, avec une facture au Bonfin d'environ 1500 francs que j'ai toujours refusé de payer et qui après ils n'ont plus osé me demander quand il y a eu de plus en plus de problèmes, que j'ai fait monter la pression par rapport à certaines choses avec le temps. Et comme ça, ils pouvaient toujours garder l'image de le méchant Iji qui, en plus, n'a pas payé une facture de 1500 francs. Ça fait partie des coups bas du Bonfin. C'est tout à fait classique au Bonfin, il faut le savoir. À un moment, j'ai été aussi appelé par une femme, Joyce Clark, qui est une femme qui arrive d'Italie. Elle veut absolument me rencontrer parce qu'elle est médium et
Elle sait que je suis en contact avec le maître Abraham et il faut qu'elle me contacte immédiatement. Donc je suis quand même surpris de ce qu'elle dit. Mais bon, je la calme parce que ce genre de cinéma un peu d'initié, etc., ça me fatiguait. Et elle va me dire aussi qu'elle veut absolument me rencontrer. Et puis à ce moment-là, ma compagne m'appelle parce que mon gamin est malade. Donc on était encore au Bonfin, il était encore assez petit, il n'était pas bien, il vomissait et tout. Alors je lui dis, écoutez, là je suis désolé, il y a mon enfant qui n'est pas bien, il faut que j'y aille, il faut que je m'occupe de lui. Et elle me dit du tac au tac, c'est l'eau. L'eau est empoisonnée. Je dis oui, c'est bien. Bon, écoutez, j'ai votre numéro de téléphone, je vous rappellerai plus tard. Et je vais m'occuper de mon gamin. Le lendemain, c'était toujours au Bonfin, il y avait des bouteilles d'eau distribuées de partout dans le Bonfin, avec des affiches de partout. Ne buvez pas l'eau, il y a un problème de poison dans les canalisations. Ne buvez pas une goutte d'eau de toute la canalisation du Bonfin, on fournit de l'eau à tout le monde. Bouteille en plastique pendant quelques jours. Quand j'ai vu ça, je dis alors ça, quand même, là, quand même. Donc j'ai rappelé cette femme. Elle s'appelait Joyce Clark. Elle venait du sud de l'Italie pour me rencontrer. Et c'était pour les Français, ceux qui sont un peu plus âgés, il y avait avant Claude François, et c'était une ancienne Claudette de Claude François. J'ai été d'ailleurs garde du corps de Claude François quand j'étais très jeune pendant 2 jours, et j'ai absolument pas supporté Claude François, mais je ne me souvenais pas de l'avoir rencontré. Donc j'ai pas beaucoup vu les Claudettes quand j'ai fait mon travail pendant 2 jours, donc peut-être qu'elle était là, peut-être qu'elle n'était pas là, on n'a jamais réussi à élucider ce point. Bref, je la rencontre et elle veut me révéler des choses. On travaille ensemble, elle me dit que le maître Abraham est avec moi. Et à un moment, on médite, et elle me dit, le maître Abraham est en train de venir, et il t'a donné sa canne et son coussin. Et je lui dis, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire qu'il t'invite à être le nouveau maître. Et je dis, non, je suis désolé, je ne marche pas dans un truc comme ça, je fais mon travail, mais il faut se calmer. Et je précise que cette dame, elle était très proche de Augustine, j'avais peut-être dit Augustin au début, Augustine, qui était donc la maman de Frédéric et Pierre-Jean Canquette, qui étaient aussi des êtres merveilleux que j'avais rencontrés au Bonfin et qui, eux, m'ont apporté énormément d'amour et d'aide. Ils ont été fantastiques, merveilleux. 2 anciens frères et sœurs du Bonfin qui ont pris énormément de distance avec le Bonfin parce qu'ils ont été énormément déçus aussi, alors qu'eux ont fait plein de voyages avec Maître Abraham dans le passé. Entre autres, j'avais raconté un voyage au Canada ou au Québec avant, où ils étaient, eux, là aussi. Donc, des êtres merveilleux, fantastiques, avec leur fille Chudesna. J'ai malheureusement perdu tout lien avec eux aussi. Parce qu'eux-mêmes sont partis du Bonfin et je ne sais même pas s'ils sont encore vivants ou ils sont... Enfin, c'est comme ça. Et cette femme, elle a insisté pendant plusieurs jours en me disant que j'étais un médium extraordinaire et que je pouvais percevoir où les gens sont et ainsi de suite. Et elle m'a dit, tu sais, moi je t'ai trouvé juste comme ça et bientôt je vais repartir en Italie et tu vas m'appeler au téléphone. Alors, j'étais un peu fatigué, même si j'ai fait certains exercices qui marchaient bien avec elle. L'expérience m'amusait, mais après... Et puis ensuite, elle m'a dit au revoir, elle est repartie. Et le soir, il y a Augustine qui m'appelle et qui dit, viens chez moi, on va faire l'exercice que Joyce a demandé. Donc, on y va, il y a un plan, et je dis, mais non, je ne sais pas, arrêtez votre délire et tout. Puis au bout d'un moment, je me concentre vraiment sur le plan et je dis, bon, cette ville. Alors, on prend la ville et puis on regarde. Sur la ville, on trouve plusieurs hôtels. Je dis, cet hôtel. On téléphone à cet hôtel.
Et je téléphone à cet hôtel et je demande si je pourrais parler à Joyce Clark. Ils m'ont dit oui, bien sûr, chambre 201. Et Augustine, elle était toute heureuse. Et tu vois, elle t'a appris, tu peux faire ça. Et j'étais là pendant quelques jours, j'étais quand même très troublé. C'est comme si au Bonfim, il y avait une concentration de personnes très particulières, de rencontres, des fois du pire au meilleur. Comme je vous avais dit dans le passé, le Bonfim, c'est un endroit où on rencontre des gens fantastiques et des gens horriblement arrogants. Je me souviens de la sœur, j'ai oublié son nom, c'est Natacha Kolezar, c'est le nom. Natacha Kolezar. Elle parle comme ça, Natacha Kolezar. Elle fait de très belles conférences, en tout cas elle faisait, je ne sais pas si elle est encore vivante. Par contre, ce que je ne supportais pas, c'est que quand elle arrivait, c'était une star, de star, de star. Sa chambre était remplie de roses, tout le monde lui jetait des pétales de roses. Et c'était étrangement, le Bonfim, c'est toujours l'école de l'humilité, mais c'est l'école de l'orgueil. Quand il y a une star, mais on le traite encore plus en star que n'importe qui d'autre. Les stars qui partaient du Bonfim, il y avait une chorale qui était autour de la voiture et puis ils jetaient de l'eau devant la voiture en chantant et ainsi de suite. Et ceux qui n'étaient pas appréciés, on les jetait à coups de pied dehors, donc coup de pied dans le cul. Natacha Kolezar, elle faisait partie des superstars et elle était loin d'être humble, mais très très loin d'être humble. Il y avait des musiciens. Les musiciens, c'était les superstars au Bonfim, puisqu'il n'y avait que la musique. Donc, par exemple, pour moi, qui étais plus dans le corps physique, j'étais absolument rien, puisque le corps physique n'est rien. Mais les musiciens, et on me disait toujours, mais non, mais de toute façon, tu n'es rien, et puis il faut travailler l'humilité. Tu dois être humble. Par contre, les musiciens, c'était des dieux. Quand ils rentraient, tout le monde les admirait, et c'était merveilleux, et c'était beau, et c'était fantastique, et c'était merveilleux. Parce que la musique, c'était vraiment le truc du Bonfim. Et si tout le monde avait dû être humble, bah oui, pourquoi pas, mais c'est absolument pas le cas. C'était vraiment à la tête du client ou à la tête de la discipline. Et il y a une chose qui s'est passée sur la musique de fraternité. Il y a une musique qui existe, que moi j'aimais bien. Fraternité, 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 oh fraternité. Et c'est de plus en plus fort, c'est de plus en plus puissant. Ça me touchait, je veux dire, c'était sur le thème fraternité, c'est l'essence de tout ce que je crois. Et il y a une fille qui qui avait des problèmes dans le passé et qui avait fait une tentative de suicide qui n'avait rien à voir avec la frat. Hein. Et puis plus tard, elle a découvert le chant, elle s'est reconstruite sa santé à travers le chant. Et puis elle a énormément progressé dans le chant, elle est devenue vraiment très bonne en chant. Et on lui a demandé pour la première fois de chanter Fraternité. Donc ce premier chant, la première fois qu'il est apparu. Donc elle s'est préparée, c'était un événement fantastique pour elle. Une réussite sublime après tout ce qu'elle était, par tout ce qu'elle était passée. Et finalement, il y a la fille d'un des leaders qui voulait chanter aussi, qui chantait moins bien, mais c'était la fille du leader. Ah oui, un des leaders du moment. Alors, à la dernière seconde, ils ont dit à la fille, non mais, coup classique, hein, au Bonfim c'est très classique, il y a des énergies très fortes au Bonfim, donc comme vous avez fait une tentative de suicide avant, si vous chantez devant tout le monde, vous allez être perturbé par la puissance énergétique. Non, c'est trop fort pour vous, vous n'allez pas chanter. Ah, oh, ben on va demander à cette sœur-là qui est disponible et qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus stable de chanter. Et donc, c'est l'autre fille, la fille d'un responsable, qui a chanté Fraternité. Et au moment où elle chantait Fraternité devant tout le monde, l'autre s'est suicidé. Le Bonfim, c'est un endroit très très violent au niveau de l'ego. Et très menteur au niveau de l'ego, puisqu'on n'arrête pas de chanter, c'est le cas de dire, qu'il faut être humble avec un chantage perpétuel au niveau de l'ego, où vous avez vraiment les super riches, les superstars, et les pauvres et les serviteurs. Super riches, superstars, parce qu'ils chantent, parce qu'ils sont en relation avec les puissants, parce qu'ils sont plus ou moins médiums, ou parce qu'ils sont violonistes. C'est très à la mode d'être violoniste au Bonfim, c'est super coté. Et donc, c'est cet étrange mélange
quand on le fréquente pendant quelques années et qu'on sait tout ce qui se passe par derrière, comme l'histoire de cette petite fille, comme l'histoire de cette femme qui s'est suicidée. Et puis j'ai, pour finir, je me suis cumulé encore des ennemis, c'était quelques années plus tard, même si je mélange un peu les périodes, mais c'est pas très grave, on s'y retrouvera un peu au bout du compte. Parce qu'à un moment, Madeleine, il a bien fallu qu'elle meure. Malheureusement, parce que je l'aimais terriblement. Et c'est une femme qui n'a jamais été malade de sa vie. C'est une femme qui, médicalement, est morte 2 fois, et 2 fois elle a redémarré. Quand elle avait une quarantaine d'années, 50 ans, elle a eu un accident en avion, elle a redémarré. Elle a eu un accident où elle avait perdu ses dents, avec, je crois que c'était un accident d'avion, en petit avion, quoi. Ça a été la 2e femme au monde, je crois, à piloter un avion aussi. Et donc elle s'est plantée avec un avion, bah oui, hein, les femmes qui pilotent forcément. C'est des petits avions où vous n'avez pas grand-chose. Et elle s'est pété une dizaine de dents, qu'elle a retrouvées par terre, tellement le choc était violent. Donc elle a pris ses dents, elle les a remis dans l'ordre, et puis les a replantées dans sa gencive. Et plus tard, le dentiste lui a dit, oui, il y a des gens qui réagissent comme ça, c'est un traumatisme qui arrive. Malheureusement, ça reste, les dents restent 1 semaine, 10 jours, et elles retombent. Et elle a dit, bon, ben d'accord. Et en fait, elle n'a jamais changé ses dents sont restées. Donc elle avait une énergie de vie, de magnétisme, c'était quelque chose de fantastique. Alors qu'elle cherchait à me guérir du diabète, en me magnétisant, à un moment, ça a fonctionné. J'ai baissé mes doses d'insuline, il y avait un très bon résultat. Puis à un moment, ça n'a plus marché. Et j'ai commencé à stagner, et je lui ai dit que ça ne fonctionnait plus. Et elle m'a dit, j'ai plus l'énergie d'avant, c'est vraiment embêtant. Et elle était vraiment très très triste. Alors je lui ai fait un cadeau. Un très beau cadeau, je trouve. Je l'ai laissé me guérir. C'est-à-dire que, en fait, je lui ai menti. Quand j'ai vu qu'elle était très triste parce que ça ne fonctionnait plus, je lui ai dit que j'avais encore baissé mes doses. Et un jour, je suis venu et je lui ai dit, voilà, j'ai plus de diabète. Je suis guéri. Merci, c'était merveilleux, Madeleine. Et elle est morte et elle est partie en croyant ceci. Oui, je lui ai menti, mais ne lui ai-je pas fait un beau cadeau d'amour et de lumière? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je la laisse avec un échec, avec une déception? Ne pouvais-je pas lui donner ce cadeau de lumière et d'amour? En tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et puis à la fin de sa vie, malheureusement, donc, du jour au lendemain, elle est tombée malade. Un jour, je suis arrivé, pour la première fois de ma vie, elle n'a jamais été malade de sa vie. Elle a 94 ans, je crois 95, et voilà, elle est malade. Et je me souviens, quand je l'ai vue, elle avait une sale tête. Vraiment, la première fois que je l'ai vue, elle avait une sale tête. Et je lui ai dit, écoutez, Madeleine, là, faut que vous réfléchissiez. Hein. Le rugby et le karaté, il va falloir arrêter maintenant, parce que... Et elle m'a regardé avec un grand sourire du tac au tac. Elle m'a dit, bon, le karaté, je veux bien, mais le rugby, c'est impossible. J'ai promis à mon coach pour toute la saison encore. Et c'était 10 jours avant sa mort. Quel humour, quelle fraîcheur, quelle beauté. Oui, je suis très amoureux de Madeleine Chavanon. Très, très amoureux. Et à la fin de sa vie, elle a dégénéré très vite. Et les 3-4 derniers jours, elle était vraiment dans le coma. On était à 4-5 personnes et on ne pouvait plus communiquer avec elle. Et elle était couchée à plat dos et elle agonisait vraiment. Et à un moment, je lui ai secoué le bras gentiment et je lui ai dit, Madeleine, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et elle n'a pas réagi parce qu'elle ne pouvait plus m'entendre. Et peut-être 30 secondes plus tard, elle a ouvert, elle avait des magnifiques yeux bleus, d'une profondeur merveilleuse. Et elle a regardé le plafond, comme si elle regardait au-delà du plafond. Puis elle a monté sa main droite, avec son index droit qui pointait vers le ciel, vers le plafond. Elle a dit, c'est pas possible, c'est merveilleux, c'est tellement beau, c'est merveilleux. Et elle est morte, là, dans mes bras, en face de moi. Quel chemin, quelle vie, quel exemple.
Malheureusement, avant cela, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Encore une fois. Je me suis fait beaucoup d'ennemis parce que lorsque Madeleine était très très malade, qu'elle agonisait, elle m'a dit « Idji, je vais vous demander quelque chose ». Quand on est très malade au bon fin, les vieux frères et sœurs, ils viennent dire au revoir à la sœur qui va bientôt partir. Et je sais que je suis en train de partir. Et je ne veux pas qu'ils me voient dans cet état-là. Je suis moche, je suis détruite, je ne veux pas qu'ils me voient comme ça. Je veux qu'ils respectent mon image, j'ai toujours été en forme. Je ne veux pas qu'ils me voient comme ça. S'il vous plaît, empêchez-les de venir me voir. Et pendant 3 ou 4 jours, combien de vieux frères et sœurs sont venus à la porte pour donner des salutations à Madeleine? Et j'allais à la porte et je respectais mon engagement. Et je disais, non, je suis désolé. Elle a demandé que vous ne la voyiez pas. Et j'ai vu des vieilles frères et des vieux frères et des vieilles sœurs pleurer devant moi. Vous n'allez pas me faire ça, moi, Madeleine, je la connais. Je voudrais la voir, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas moi. Elle a demandé, s'il vous plaît, respectez ses volontés. Vous n'avez pas fait ça. Et combien de frères et de sœurs sont repartis vraiment foudrage contre moi. Seulement, je n'avais pas le choix. J'avais promis à Madeleine que je la protégerais de ses visites. Et j'étais obligé de le faire. C'est dur d'être honnête. C'est très difficile d'être honnête. Et c'est encore plus difficile quand les gens sont dans l'ego. Il n'y en a pas un de ces vieux frères et vieilles sœurs qui m'ait dit « Oui, je comprends, c'est Madeleine qui veut ça, je m'incline. » Non, il m'estimait, moi, responsable de ce crime. C'est moi qui faisais exprès, qui était un méchant. Je leur disais « Mais j'ai pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas le choix. Je suis obligé, j'ai promis à Madeleine, elle m'a fait promettre. » Combien j'ai souffert dans ces tâches. Mais j'étais obligé. J'étais obligé. Un jour, c'était avant cet événement, il y a 8 ou 9 vieux frères et sœurs, dont certains qui ont été confrontés à cette situation après, qui m'ont convoqué pour me parler. Donc, comme j'étais encore dans toutes les périodes de conflit, du bon fin, et ainsi, je me dis, qu'est-ce que c'est encore que ce piège? Mais bon, j'y suis allé. Et là, ce groupe-là, ils me disent un truc, et là, j'étais mi-figue, mi-raisin. Est-ce que vous avez la carte du bon fin? Je dis, bah oui, évidemment. Sinon, je ne serais jamais rentré. Non, attendez. Ici, ce n'est pas l'administration. On vous demande la vérité. Est-ce que vous avez vraiment la carte du bon fin? Alors je dis, mais pourquoi vous demandez ça? Il dit, pour des raisons spirituelles. Vous n'aurez aucun retour administratif, nous voulons savoir la vérité. Est-ce que vous avez la carte du bon fin? Et j'ai été pris, j'ai pesé le pour, le contre, l'intuition. Et à un moment, j'ai fait une réponse stupide, j'ai dit la vérité. Je dis, non, je ne l'ai jamais eu. Et ils m'ont dit, c'est ce que nous pensions. Et j'aurais dit, pourquoi est-ce que vous demandez ça? Quelle est l'importance de ça? Et ils m'ont dit, il a été dit qu'après la mort du maître Omram, le maître Peter Donov reviendrait, qu'il serait terrible, qu'il ne laisserait rien passer. Il a dit aussi, c'est le maître Omram qui l'a annoncé, qu'il reviendrait et qu'il serait le seul à rentrer dans le bon fin sans avoir de carte. Et enfin, il a dit qu'il reviendrait en tant que danseur. Alors je lui ai dit, attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Vous êtes le maître Peter Donov. Je dis, ah, mais attendez, cherchez pas le maître Peter Donov. Vous en avez une 50aine de réincarnations, enfin de maître Peter Donov. Je ne vous ai rien demandé, ça ne m'intéresse pas. Et puis ça me ferait bien chier d'être la réincarnation du maître Peter Donov, parce que bonjour la chute, hein. Entre Ilji et le maître Peter Donov, bonjour la chute. Et ils ont insisté. Ils ont continué. Il dit, mais voyez, vous êtes terrible, vous avez fait bouger tout le monde a peur de vous. Vous êtes le maître Peter, et vous n'avez pas de carte. Je dis, oui, mais je ne suis pas danseur. Je suis désolé, donc vous vous trompez, cherchez un autre client. Et je leur ai dit poliment non.
Et une fois rentré chez moi, il y a un ami qui m'appelle des arts martiaux et qui me dit salut mon pote, enfin amical et tout, voilà, on aurait besoin de toi pour faire un stage, est-ce que tu pourrais venir pour faire un stage, pour enseigner, ainsi de suite. C'est une école qui est assez raide et tout, donc on voudrait faire une pub et on voudrait savoir si tu es d'accord avec cette pub. Voilà, on va faire une publicité où on va utiliser ton surnom, le danseur. Le danseur, super combattant, blablabla. Et je leur ai dit, oui, bien sûr, vous pouvez utiliser ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai réalisé, tout le monde m'appelait le danseur. Donc non, je n'étais pas un danseur, j'étais un expert d'arts martiaux, mais tout le monde me surnommait le danseur parce que j'ai une forme d'arts martiaux très dansante. J'ai jamais été figé, j'ai toujours combattu en dansant, en rigolant, même parfois avec de la musique, donc tout le monde me surnommait le danseur. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit mince. Et j'ai beaucoup pensé à ça. Mais j'avais un rejet total de ça. Un rejet total de ça. Je ne supportais pas cette pathologie du maître Peter de Nov, de voir de la science-fiction partout, même si ma vie était pas mal science-fiction. Mais de rajouter le maître Peter de Nov partout, le retour du maître Peter de Nov, me demander de prendre le contrôle du Bonfin. Non, c'était pas mon chemin. Un jour, je vais au Bonfin et j'attendais quelqu'un, j'ai oublié, je ne sais plus pourquoi. Je devais aller faire un croche, je pense, et j'allais courir à la sortie du Bonfin, dans les rochers, dans les forêts alentours, et ainsi de suite. Et je suis assis sur un rocher devant l'entrée du Bonfin, disons à 10 mètres du Bonfin. Et là, il y a un vieux bonhomme qui arrive avec un espèce de sac à dos, un peu clochard. Il rentre dans le Bonfin. Il ressort 5 minutes plus tard et il vient tout droit vers moi, sans se poser la question si j'ai à voir avec le Bonfin ou quoi que ce soit. Et après, j'avais appris qu'en fait, il a voulu rentrer dans le Bonfin, et dans le Bonfin, si on n'a pas de carte, ainsi de suite, on se fait jeter, quoi. Donc ça a été non. Et donc il est venu me voir tout droit, et il m'a dit « Je viens ici pour rencontrer le maître Peter de Nov ». Et j'étais, oui, je veux dire, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et en fait, il était venu pour rencontrer le maître Peter de Nov, il était persuadé que le maître Peter de Nov était là, et en fait, il s'est trompé, quoi. Donc, il a été au Bonfin, on lui a dit, maître Peter de Nov, il est mort depuis longtemps, il habitait pas là de toute façon, donc vous vous trompez. Donc, comme il était en colère, un peu gentiment barge, il est venu tout droit sur moi. Il m'a dit « Je suis ici pour rencontrer le maître Peter de Nov. Je veux rencontrer le maître Peter... » en me regardant droit dans les yeux. Et pendant... oui. Encore une fois, ce sont des insistances, comment vais-je dire, énergétiques, tout à fait troublantes. L'histoire de ce mendiant qui vient et qui est sincère, c'était un maître qui faisait du théâtre avant, qui avait une voix fantastique. Il est d'ailleurs devenu après très ami avec Madeleine Chavanon grâce à moi. Et on l'a hébergé pendant longtemps, on l'a protégé, enfin, avec Yannick Perchamp-Ancier qui l'a porté à manger tous les jours. Enfin, c'était... Et des fois, il prenait des livres de Maître Omram et il lisait. Il avait une voix fabuleuse, une façon de lire, frisson partout, c'était fantastique. Donc oui, il était bizarre, hein, mais un jour il a été voir Madeleine, et puis quand je l'ai introduit à Madeleine, il s'est mis à genoux, et puis il a embrassé la main de Madeleine. « Oh, chère dame, vous êtes la beauté de ce lieu, et votre splendeur n'a d'égal que votre parfum, blablabla. » Et moi, je me suis avancé, j'ai commencé à lui dire « Bon, allez, arrête ton cinéma maintenant. » Et Madeleine, elle avait un grand sourire, elle me dit « Mais non, mais laissez-le, il est charmant cet homme. » Donc voilà, il s'aimait beaucoup aussi. Et par rapport aux gens comme ça qui sont venus, je me souviens, ça c'était avant que je ne sois là, il y a 2 Bulgares qui sont arrivés, c'était au temps de la Russie, hein, donc il y a longtemps, et ils sont arrivés au Bonfin, et ils ont dit, on a entendu dire qu'il y a un Bulgare qui a réussi, qui pourrait nous héberger.
Donc, est-ce que vous pourriez appeler votre prof bulgare? On voudrait lui parler et voir s'il peut nous aider. Et ils ont dit oui, oui, bien sûr, ne bougez pas. Et les gens du Bonfin ont appelé la police. Et les 2 Bulgares qui ont pu esquiver de la Bulgarie jusqu'en France se sont fait arrêter aux portes du Bonfin, trahis par les Bonfinois. Ah oui, toujours le coup du karma, hein. Donc, encore une fois, on a souvent toutes ces histoires qui sont très dures, hein, très très dures. Et qu'on ne peut pas nier, hein, on ne peut pas être là et dire oui, mais non, mais ça c'était un accident. Non, 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 c'est la vérité. C'est la vérité. Et quand j'ai vécu au Bonfin, j'ai vu des choses merveilleuses. J'étais avec Maître Omram, j'étais au courant de choses horribles. J'ai vu des choses merveilleuses avec lui. J'ai découvert d'autres choses. Et voilà, l'expérience du Bonfin a été une expérience très éprouvante, très dure, parfois magique, mais très souvent horrible. Vraiment horrible. J'ai vu des rages, des colères, des manipulations, des jeux de pouvoir. C'était très dur, très très dur. Et puis ensuite, il y avait tous les gens qui jugeaient totalement parce qu'ils sentaient que l'énergie, blablabla, hein, et ils sont tous super médiums, ils sont tous super éthérés. Hein. Quand il s'agissait de... Je me souviens une fois où je nettoyais un champ avec une griffe. Une griffe, c'est un peu comme une pioche, mais avec deux manches, deux pics au bout, pour arracher des pieds de mûrier ou d'oignon. J'ai oublié un truc vraiment difficile à enlever. Je crois que c'était des mûriers, des trucs comme ça. Et je travaillais vraiment d'arrache-pied, j'étais tout seul. Puis à un moment, il y a une fille qui arrive, une trentaine d'années, avec un grand sourire, complètement extasé. Moi, je dégoulinais de sueur, je travaillais comme un fou furieux. Et j'étais content quand quelqu'un venait, puisque les auditeurs pouvaient toujours venir aider gratuitement s'ils voulaient. Donc j'étais content qu'ils viennent aider un petit peu, parce que même s'ils ne travaillaient pas beaucoup, ils faisaient au moins la compagnie, quoi. Ça permettait d'avoir un travail un peu moins dur, parce qu'on papotait. Elle arrivait devant moi avec un grand sourire, donc j'étais vraiment, je suis content. Je suis content que quelqu'un va venir discuter avec moi une demi-heure, 1 heure, ça va me soutenir un petit peu. Elle me regarde avec un grand sourire, elle met sa main gauche sur la poitrine, sa main droite tournée vers moi dans le salut fraternel. Et avec un grand sourire, elle me dit, c'est dur frère, hein, c'est dur. Elle a fait demi-tour, elle est partie. J'ai failli lui lancer la griffe dans le dos. Salope. En fait, il faut bien comprendre que comme les gens sont dans une fraternité sans être vraiment engagés dans cette fraternité, en projetant toute la lumière spirituelle qui devenait de plus en plus, sans la présence de Maître Omram, de plus en plus New Age. On était de plus en plus dans une armée de New Age. Cette armée était assez honteuse, déplorable. J'étais venu au Bonfin plus dans l'esprit de la mission d'Omram pour apprendre encore plus la panorhythmie, la gymnastique, la pratique, l'habitude, la méditation. Et en fait, j'ai appris la guerre. J'ai appris que ces gens qui portent la lumière portent en réalité l'obscurité, l'orgueil et l'arrogance. Et que dans leur désir d'aller vers la lumière, ils n'ont appris que l'ego et le pouvoir. Et plus j'ai découvert les coups bas du Bonfin, et plus j'ai eu de la compassion pour Maître Omram. De penser qu'il a vécu ça pendant des décennies et des décennies, en essayant d'enseigner aux gens d'aller vers la lumière, sans pouvoir vraiment y arriver. Combien, encore plus aujourd'hui, j'ai de la compassion pour lui. Combien je suis fatigué par l'ego humain, le pouvoir de l'arrogance. Combien j'ai besoin d'amour et de véritable fraternité. De gens qui comprennent la lumière, qui vivent la lumière, qui manifestent la lumière, qui aiment, qui protègent dans la lumière, qui vibrent dans la lumière. Et au moins, l'expérience du Bonfin m'a appris que
Quand j'ai vu tout le bon fin, je me suis dit, bon, je devrais enseigner la lumière ailleurs, différemment. Je me suis rebranché plus vers les arts martiaux. Je me suis dit, avec les arts martiaux, il y aura une rigidité, une dureté, une discipline qui les aidera à voir clair. Mais même par ce protocole, l'ego reste au-dessus de tout. L'arrogance, l'orgueil, le lierre, le pouvoir. Et à la fin du chemin, avec la lumière, il ne reste que la lumière et la solitude, la douleur et le poids. Je ne sais pas ce que Maître Omram a vraiment ressenti lorsqu'il a agonisé seul dans sa chambre. Mais s'il a ressenti ce que je ressens aujourd'hui, je n'ai encore plus que de compassion et de pitié pour lui. Combien lourd cela est d'être le serviteur de la lumière dans un monde conduit par le diable et le malin. Oui. Pourtant, je ne regrette pas. Je peux vous dire, pour finir aujourd'hui, une dernière chose que le Maître Omram m'a dit un jour. Vous imaginez ces rencontres magiques où les choses logiques n'ont plus existence, plus de référence. Et un jour, je disais au Maître Omram, regardez tous ces idiots comme ils sont contents. Ils sont contents avec le foot, ils sont contents avec des merguez, ils sont contents. Ils sont tellement stupides et en plus ils sont contents. Parfois je les envie, je voudrais être stupide comme eux pour être content. Et le Maître Omram m'a dit, écoute-moi, avec ce qui se passe maintenant, avec ma façon de venir et d'être avec toi, j'ai le pouvoir maintenant de tout effacer en toi pour que tu deviennes l'un d'eux, pour que tu puisses partager cette joie et ce bonheur qu'il semble avoir et que tu as tellement envie de partager. Veux-tu maintenant que j'efface tout en toi, que tu oublies tout et que tu deviennes l'un d'entre eux? J'ai hésité une seconde, j'ai dit non, merci, non. Alors il m'a dit, tu vois, tu es heureux. Tu vois, il n'y a pas de doute en toi. Tu veux toujours être avec la lumière, quel qu'en soit le prix. C'était l'enseignement du Maître Omram. Et il m'a dit, tu as un accident. Tu es à l'hôpital et tu as des bandages partout. Seule ta bouche est libre. Tu ne peux pas bouger. Tout ton corps est rempli de bandages. Et à côté de toi, dans l'autre lit, dans la même chambre, il y a un jeune qui s'est cassé une jambe et qui a des problèmes avec sa copine et avec son argent. Qu'est-ce que tu fais? Et je me souviens, j'ai écouté ça, je l'ai un peu visualisé, j'ai soufflé. Je lui parle et je l'aide. Et le Maître Omram a rigolé et m'a dit, tu vois, tu es cela. Tu es la lumière et tu es avec la lumière, maintenant et pour toujours.